Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, une idée qu'on tient presque tous pour acquise, mais qui en réalité est peut-être complètement fausse. L'idée qu'on est vraiment propriétaire de nos données. Voilà la grande question, celle qui nous concerne tous. On a l'impression que la réponse est évidente, non? Mais en y regardant de plus près, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien bousculer notre vision du monde numérique. En général, voilà le point de départ de tout le monde. C'est une idée super confortable, on se dit « mes données, c'est à moi ». C'est presque devenu un article de foi dans le débat public. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça tient la route face à la réalité? Alors, entrons dans le vif du sujet. On va décortiquer ça en 3 points. 3 réalités un peu dures à entendre, qui montrent pourquoi cette belle idée de souveraineté, c'est en grande partie une illusion. Voilà le programme. D'abord, on va parler de l'infrastructure mondiale. Ensuite, on verra pourquoi nos protections ne protègent pas tant que ça. Et pour finir, on abordera un concept fascinant, l'arbitrage de confiance. Première grosse claque à notre croyance. Un pays peut avoir les meilleures lois du monde pour protéger ses citoyens. Le problème, c'est que nos données, elles, ne restent pas sagement à l'intérieur des frontières. Elles sont sur des serveurs dans des clouds mondiaux. L'exemple parfait, c'est le fameux Cloud Act américain. Pour faire simple, cette loi permet aux États-Unis de récupérer des données stockées par leurs entreprises, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Alors, l'idée d'une souveraineté nationale, elle en prend un sacré coup, vous ne trouvez pas? Bon, on pourrait se dire, pas de souci, on a le chiffrement, ou alors on oblige les entreprises à garder les données chez nous. Sauf que c'est un peu comme mettre un gros cadenas sur une porte en carton. La réalité, c'est que ces protections sont de plus en plus souvent contournées, que ce soit par des États ou même par des intelligences artificielles conçues spécialement pour ça. Bref, la forteresse numérique qu'on essaie de construire est pleine de trous. Et là, on arrive au 3e point, qui est peut-être le plus subtil, le plus vicieux, l'arbitrage de confiance. L'idée, c'est que les plateformes nous donnent l'illusion qu'on a le contrôle. Elles nous bombardent de paramètres de confidentialité, de cases à cocher, mais en réalité, c'est du théâtre. Pendant qu'on est occupé à cliquer pour se sentir en sécurité, en coulisses, le vrai business continue. Notre confiance devient juste une marchandise de plus. Quand on met ces 3 réalités bout à bout, l'image qui se dessine est assez inquiétante. Et surtout, il faut comprendre que ce n'est pas un phénomène qui sort de nulle part. En fait, c'est la continuation d'une très vieille histoire qui a juste changé de costume. Et voilà le mot-clé, le colonialisme de données. Ce n'est pas une rupture avec le passé. C'est la même logique d'extraction de richesses qui a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, la ressource la plus précieuse, ce ne sont plus les minerais ou les épices. La ressource, c'est nous. C'est notre vie, transformée en données. La comparaison est vraiment parlante. Hier, les outils, c'était des navires et des épées pour s'approprier des terres et du travail. Aujourd'hui, les outils, c'est le code et les algorithmes. Et les ressources qu'on extrait, ce ne sont plus les matières premières du sol, mais la matière première de nos vies, nos comportements, nos relations sociales, nos émotions. Les universitaires à l'origine de ce concept, Nick Coudry et Ulysses Medjias, parlent de l'appropriation systématique de la vie humaine elle-même. La phrase est forte, mais elle est juste. Ça montre bien que l'enjeu, ce n'est pas juste une histoire de fichiers informatiques. C'est l'expérience humaine qui est en train de devenir une ressource à exploiter. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, mais en fait, pas du tout. On va voir maintenant comment ça se traduit très concrètement dans la vraie vie. Ce n'est pas abstrait, ça a des conséquences bien réelles. Prenons un premier exemple qui illustre parfaitement cette mécanique d'extraction. On va au Kenya voir ce qui se passe avec les agriculteurs. Alors regardez le cycle, il est implacable. Les agriculteurs locaux partagent leurs données et leurs savoirs, souvent ancestraux, via des applications, gratuitement. Une entreprise tech étrangère récupère tout ça, le passe à la moulinette de ses algorithmes et en fait un outil d'IA breveté. Et le coup de génie, elle revend ensuite cet outil à prix d'or à ceux-là même qui ont fourni la matière première. On leur prend leur savoir et on leur revend emballé dans une boîte noire technologique. Les spécialistes appellent ça une enclosure numérique. Le terme est très bien choisi. Ça fait référence aux enclosures en Angleterre il y a des siècles, quand on a mis des clôtures autour des terres communes pour les privatiser. Eh bien aujourd'hui, on fait la même chose avec le savoir collectif. On le clôture numériquement. Deuxième exemple qui va peut-être encore plus loin. On ne parle plus seulement d'économie, mais de culture, de patrimoine immatériel. On s'intéresse maintenant au savoir des communautés autochtones. Ici, le risque est immense. On numérise des traditions, des récits, des savoirs transmis de génération en génération, et on stocke tout ça sur les serveurs de Google ou d'Amazon. Le résultat, ces communautés perdent totalement le contrôle de leur propre histoire. Leur patrimoine devient une simple ligne dans une base de données, prête à être exploitée commercialement, sans leur accord et sans qu'elles en voient jamais la couleur. C'est ce que l'anthropologue Abeba Biranet appelle la colonisation algorithmique.
C'est l'idée que les algorithmes, sous l'horaire neutre et objectif, peuvent en fait devenir des outils de colonisation en s'appropriant et en monétisant des cultures entières. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Le cœur du problème, c'est vraiment cette perception du contrôle. On nous fait croire qu'on a la main, mais c'est une illusion. Et c'est là le point crucial. Ce petit clic sur « J'accepte » qu'on fait des dizaines de fois par jour, ce n'est pas un choix. C'est une performance, un rituel. Les règles du jeu sont déjà écrites par les plateformes. Notre oui est juste la petite formalité qui permet à la grande machine d'extraction de se mettre en route. Donc si on résume, premièrement, l'idée qu'on est souverain sur nos données dans le monde connecté d'aujourd'hui, c'est un mythe. Deuxièmement, le concept de colonialisme de données est un outil hyper puissant pour comprendre les rapports de force actuels. Et troisièmement, le vrai contrôle sur nos vies numériques, ça va bien au-delà d'une simple case à cocher. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si le consentement, tel qu'on le pratique, n'est qu'une illusion, alors à quoi ressemble une véritable liberté numérique? Qu'est-ce que ça veut dire, être libre dans ce nouveau monde? La question reste ouverte et la réflexion ne fait que commencer. Voilà pour cette analyse, elle s'appuie en grande partie sur les concepts développés dans l'ouvrage Homo Servus. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, toutes les informations sont à l'écran. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.